Bonjour tout le monde, bienvenue à ce quatrième épisode de 4 chercheurs et un virus. Donc, aujourd'hui, nous répondons à 4 nouvelles questions posées par le public en lien avec le stress, l'anxiété et les émotions. Et donc, sans plus attendre, on va commencer avec Marie-France. Oui, donc ma question était la suivante. Les médias ne devraient-ils pas changer de sujet pour diminuer le stress social? Ils nous montrent toujours le pire, les journées où je me tiens loin de la télévision et de Facebook, je me sens bien. Alors, merci pour la question. Évidemment qu'on n'est pas là pour partir un débat pour dire aux médias quoi faire ou ne pas faire, mais je trouve ça super intéressant. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de médias et de stress dans le contexte actuel de la COVID-19. Donc, c'est sûr que les médias jouent un rôle essentiel et ils sont là pour nous informer. Donc, c'est essentiel de rester informé actuellement pour connaître l'évolution de la situation parce que ça évolue très rapidement dernièrement et aussi connaître l'évolution des consignes pour pouvoir s'y ajuster et répondre correctement. Par contre, on peut faire des choix face à notre exposition aux médias. Donc, on n'est pas obligé de s'exposer 24, 7 jours semaine. Alors, je vais vous donner quelques exemples de résultats de recherche, puis ça devrait vous convaincre, je suis pas mal certaine. Il y a une étude qui avait été faite suite aux attentats du 11 septembre 2001. Il y avait plusieurs études qui essayaient de comprendre justement ça a été quoi l'impact de ça au niveau psychologique sur les gens. Et une étude avait montré que les enfants chez qui l'exposition aux médias avait été la plus forte dans les jours qui avaient suivi les attentats, c'était les enfants qui présentaient le plus de détresse psychologique par la suite. Fait que déjà, on voit qu'il y a probablement un lien entre médias et détresse psychologique. Et Sonia et moi, dans le cadre de mon doctorat, on avait voulu un peu creuser la question puis essayer de comprendre qu'est-ce que ça fait sur le stress. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait recruté des individus en santé, âgés à peu près entre 18 et 35 ans, et on les avait amenés au laboratoire, et on les avait divisés en deux conditions. Donc, il y avait un groupe qui voyait des nouvelles neutres, je vous donne un exemple, une deuxième saison pour telle série sortira à l'automne, et un groupe qui lisait des nouvelles négatives. Donc, par exemple, nous avons retrouvé le corps d'un enfant porté disparu depuis 3 mois. Donc, ils voyaient plusieurs nouvelles. Le groupe neutre voyait juste des nouvelles neutres et l'autre voyait juste des nouvelles négatives. Par la suite, donc après avoir lu, on les a tous exposés à une tâche de stress en laboratoire. Dans le fond, c'est une tâche qu'on utilise pour augmenter les niveaux de cortisol. C'est bien validé dans la littérature. Et on les laissait aller à la maison. Le lendemain, on a rappelé tout le monde pour connaître, en fait, pour avoir une idée de leur mémoire. Donc, ce qu'on a demandé, c'est à tout le monde de se rappeler le plus de nouvelles qu'ils pouvaient. Et les résultats, ben en fait, juste le fait de lire les nouvelles neutres ou négatives, ça n'avait pas d'impact sur la réactivité au stress. Donc, il n'y avait pas d'augmentation de cortisol, qui est l'hormone de stress qu'on mesure, chez ces deux groupes-là. Par contre, les femmes qui avaient lu les nouvelles négatives, donc par exemple le corps retrouvé, etc., donc les femmes qui avaient lu les nouvelles négatives, lorsqu'on les exposait à la tâche de stress en laboratoire, elles avaient une réactivité qui était accrue, augmentée, comparativement aux femmes qui avaient juste lu des nouvelles notes. Et leur mémoire le lendemain était aussi augmentée. Donc, en gros, ce que ça dit, c'est que la nouvelle en soi, du moins lorsqu'on l'induit en laboratoire, ça causera peut-être pas du stress. Par contre, ça va préparer le cerveau pour la prochaine situation et ça va un peu, excusez-moi l'anglicisme, mais le primer à réagir de façon plus forte dans le fond. Donc, par exemple, si vous êtes à la maison, vous écoutez les nouvelles, et là, peut-être qu'il n'y a pas d'impact, là, on ne l'a pas mesuré si on l'écoute vraiment et que c'est des nouvelles en temps réel. Mais ceci dit, supposons qu'il n'y a pas d'impact, mais probablement que votre cerveau a tout de même détecté une menace. Et là, quelques minutes plus tard, votre enfant renverse son verre de lait par terre. On n'aime jamais ça, on s'entend. Mais au lieu de réagir et de dire « Ah là, tu as renversé ton verre de lait », ça se peut que vous sautiez une coche. C'est vraiment comme exagéré. Votre réactivité est augmentée. Vous avez perçu cette menace-là comme étant beaucoup plus grosse que ce qu'elle est en réalité. Et donc, c'est sûr que ça a quand même un impact sur votre quotidien, d'où l'importance justement de limiter, je dirais, ou de choisir votre exposition aux médias. Fait que je vais vous donner quelques conseils pour terminer ma question. Les conseils que je vous donne, la première, c'est de rester informé. Comme je l'ai dit au début, c'est essentiel, mais avec parcimonie. On s'en rend pas compte, mais tu sais, les gens qui ont tendance à faire la cuisine en laissant la télévision ouverte derrière, puis tu sais, des fois, on entend les nouvelles, on voit des nouvelles émissions, mais là, ces temps-ci, si vous faites ça, peu importe, ça fait 2 heures que vous faites votre tour de spag, bien, ça fait 2 heures que vous entendez des trucs probablement négatifs. Alors, votre cerveau s'expose pendant 2 heures. Donc, restez informé, mais choisissez une période de temps. Tu sais, par exemple, le point de presse, ben moi, je l'écoute, puis après ça, je le fais. Alors, avec parcimonie. Ensuite de ça, choisissez vos médias sans s'en rendre compte. Il y a des médias qui utilisent des mots qui sont très lourds de sens. Puis, tu sais, l'expression qu'ils mettent, les mots qu'ils choisissent, t'écoutes ça, tu te dis, mon Dieu, c'est grand. Donc, choisissez justement le type de médias que vous voulez. Peut-être que vous aimez mieux lire, peut-être que vous aimez mieux regarder.
à la télévision et finalement, essayer justement de faire un effort pour trouver des bonnes nouvelles. Je sais que c'est pas facile dans le contexte actuel, mais entraîner votre cerveau, il y en a. À chaque fois qu'on voit les statistiques à la télévision, par exemple, c'est écrit le nombre de cas recensés, le nombre de personnes décédées et c'est écrit également le nombre de personnes qui ont guéri du COVID. Essayez de regarder ce chiffre-là et de le mettre en relation. C'est extrêmement important, justement, de regarder également les bonnes nouvelles et pas seulement les mauvaises nouvelles. Donc, avec ça, vous devriez vous en sortir pas trop mal. Si je peux faire du mélange sur ce que tu dis, Marie-France, moi, je n'arrête pas de le dire, là, il y a un site web qui ne donne que des bonnes nouvelles. Ça s'appelle Global Goodness. C'est un journaliste, Laurent Imbeau, qui a décidé de faire du journalisme positiviste. Et donc, moi, souvent, quand j'en ai assez des nouvelles négatives, je m'en vais là-dessus. Ou bien, sur ma page Instagram, comme je disais, j'ai juste des poppies, fait que je m'en vais me chercher un petit poppy moment juste pour amoindrir un peu la détection de menaces. Tout à fait. Puis aussi, quand on a une journée qui est plus sensible, puis on sait qu'on est à fleur de peau, ça peut peut-être être une bonne journée pour se dire, ben, je me coupe des médias, puis je reprendrai ça demain. Il n'y a pas de souci avec ça. Oui, Pierrick, tu allais dire quelque chose? Je voulais juste ajouter que moi, au début de la pandémie, je me levais comme d'habitude à 1h, 7h ou 8h, peu importe, avec les informations. Puis j'ai rapidement arrêté ça parce que je me suis rendu compte que ça teintait toute ma journée, en fait. Et j'ai aussi arrêté de regarder Météo Média, mais ça, c'est... Ah ben ouais! C'est une bombe météorologique! Donc, je te remercie, Marie-France. C'était ô combien informatif en cette période où les médias jouent un rôle critique sur notre humeur. Donc, on va enchaîner avec Pierrick. Oui, parfait, merci. Donc, moi, j'avais une question particulière. C'est est-ce que les émotions négatives et positives ont la même valeur? Et la personne qui pose la question dit « Je m'explique, si je veux neutraliser une émotion négative, est-ce qu'il me suffit de vivre une émotion positive pour me trouver en équilibre émotionnel ?» C'était une question qui n'était pas si facile. Et avant de répondre à cette question, en fait, j'aimerais d'abord prendre une minute pour définir ce que les scientifiques appellent une émotion, parce que ce n'est pas aussi simple que ça paraît. Et donc, selon les scientifiques, une émotion, c'est une réaction à un événement interne ou externe qui va avoir une durée assez courte et va mobiliser les ressources de l'organisme pour apporter une réponse pertinente à l'événement. Donc, par exemple, si je perçois une injustice dans ma journée, ça va susciter de la colère chez moi. J'ai juste à penser à mon fils. Il y a eu Pâques il n'y a pas très longtemps. Puis à Pâques, on a des cocos de Pâques. Et mon fils se lève un matin, puis il constate qu'il n'a plus de cocos de Pâques. Donc, quelqu'un dans la famille a fini les cocos de Pâques sans les avoir partagés avec d'autres. Et ça, pour lui, c'est une injustice incroyable, d'ailleurs, pour la plupart d'entre nous. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, il part en colère là-dessus. Et il faut comprendre donc que c'est une réaction à quelque chose qu'il a perçu comme étant une injustice. Une chance, en fait, on avait caché les autres chocolats, donc on a pu les sortir, puis rétablir cette injustice. Donc, il y a évidemment des émotions négatives et des émotions positives. Alors, est-ce qu'elles ont la même valeur? Pour y répondre, il faut comprendre que chaque émotion a une fonction. Et les émotions négatives, ce qui est particulier, c'est que c'est souvent une fonction en lien avec notre survie. Donc, c'est comme ça qu'elles ont été sélectionnées. C'est pour ça qu'elles existent encore aujourd'hui. Donc, la colère, elle va servir, comme je l'ai dit, à combattre ou enlever un obstacle ou une injustice. La tristesse va nous signifier qu'on vient de perdre quelque chose, on a besoin de soutien ou au contraire de se ressourcer. Et le dégoût, s'éloigner d'une situation qui nous met à risque d'être contaminé, et etc. Donc, ça, c'est pour les émotions négatives. Et les émotions positives, elles, leur principale fonction, c'est d'améliorer notre motivation pour initier et maintenir des relations sociales. En tout cas, c'est ce que nous disent les chercheurs. Dans le domaine de la contagion émotionnelle, qui, moi, me plaît beaucoup, on sait qu'il est beaucoup plus facile de se faire contaminer par une émotion négative qu'une émotion positive. Ça veut dire que si moi, je fais la vaisselle, oui, ça m'arrive de faire la vaisselle, un midi, et que ma fille arrive, puis qu'elle est contente, elle a eu une super session Zoom avec ses enseignants, elle est heureuse, elle a appris des choses, ok, moi, je fais ma vaisselle, ça ne va pas tellement m'atteindre. Par contre, si mon fils arrive et qu'il est en colère encore avec l'histoire des chocolats, là, ça va m'atteindre tout de suite. Puis ça a vraiment été montré scientifiquement que les émotions négatives nous rentrent plus dedans que les émotions positives. Barbara Fredrickson, Sonia t'en a parlé dans une de tes chroniques à la radio, a également suggéré en fait que c'est l'équilibre de l'affect positif et négatif, et elle appelle même ça le rapport de positivité, elle, qui définirait un peu notre épanouissement puis notre bien-être. Donc, dans ce cadre-là, on pourrait dire que l'affect positif, il pourrait annuler les effets d'une humeur négative. Okay? Mais en fait, peu d'études ont vraiment documenté ça parce que c'est très difficile à étudier.
il faudrait qu'on vous demande aux 5 minutes, est-ce que tu es dans une humeur positive, négative? Puis on avoue que ça pourrait être un petit peu énervant qu'on nous demande ça. Donc, on n'a pas envie de se stresser pour cette raison-là. Cependant, beaucoup de chercheurs nous disent qu'il faut tout le temps considérer les émotions négatives et positives ensemble. C'est un peu comme quand vous ajustez, vous savez, un système de son. Hein. Il y a les basses puis les aigus pour avoir le meilleur son. Ben là, c'est un petit peu pareil. Donc, ça vaut le coup de multiplier sans doute les émotions positives qui sont plus nombreuses qu'on ne croit. Hein. Je peux vous en lister quelques-unes. L'admiration, l'adoration, l'appréciation esthétique, voir que quelque chose est beau, l'amusement, l'émerveillement, le calme et ainsi de suite. Et pour ce faire, on peut même les susciter. Moi, j'ai un truc, encore une fois, avec mon fils. Mon fils, il adore jouer au soccer dehors. Donc, si je veux une bonne dose d'émotions positives, je vais me servir de lui. Je vais dire, écoute, voilà ce qu'on va faire. On va aller jouer dehors. Et il est tellement heureux de jouer dehors au soccer avec moi que littéralement, ça me contamine. Puis, je suis heureux de voir ça. Donc, pour terminer, j'aimerais juste parler de Daniel Kahneman, qui lui est un prix Nobel d'économie et qui a inventé un moyen de mesurer notre bien-être qui s'appelle le Day Reconstruction Method et qui consiste en fait à vous rappeler de votre journée d'hier, à mettre vraiment des segments de cette journée et ensuite de coter les émotions positives et négatives de chacun de ces segments. Et lui, il a fait ça avec des milliers de personnes et il a publié un article dans Science, il y a donc dans un très bon journal, dans lequel il montre que notre niveau de bien-être, il dépend de 2 choses. S'occuper de notre santé mentale, et c'est pour ça qu'on fait des capsules sur le stress, c'est qu'il faut s'occuper absolument de notre stress en ce moment. Et la deuxième chose, c'est que ça dépend de la manière dont on utilise notre temps. Et lui, il donnait l'exemple des embouteillages. C'est vraiment le moment où on est le moins heureux dans notre journée. Et on s'entend, aujourd'hui, les embouteillages, on est un peu moins soumis à ça. Reste à voir si quand on va reprendre notre vie un jour, eh bien, on va encore se soumettre à cet élément négatif-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire sur cette question. Je te remercie, Pierrick. C'est extrêmement intéressant comme domaine de recherche, puis encore une fois, d'autant plus pertinent dans cette période où on a besoin d'émotions positives, encore plus qu'à l'habitude. Donc, on va enchaîner avec ma question. Aujourd'hui, on nous demande, est-ce que le stress que je ressens aujourd'hui, parfois sans raison apparente, peut être relié à des stresseurs non gérés pendant l'enfance? Si oui, comment les gérer 20 ans plus tard? Donc, j'étais très contente qu'on se fasse poser cette question-là parce que le sujet de l'adversité précoce est en fait celui dont je traite dans ma thèse de doctorat. Donc, ça fait plusieurs années que ce domaine d'études, c'est en fait mon bébé finalement. Et ce domaine de recherche-là, il y a même de recherches qui ont été créées, qui ont été faites en fait à la fin des années 90 où on s'est rendu compte qu'environ 75% des gens qui souffrent d'une psychopathologie associée au stress comme la dépression, l'anxiété, les troubles de dépendance, etc., rapportaient avoir été exposés à minimalement une forme d'adversité durant l'enfance. Okay? Donc, il y a plusieurs chercheurs à travers le monde qui se sont mis à étudier ce phénomène-là. En quoi est-ce que l'adversité durant l'enfance pourrait nous rendre plus vulnérables à souffrir de maladies mentales à l'âge adulte? Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que l'adversité durant l'enfance, non seulement, oui, ça nous rend plus vulnérables à certains troubles de santé mentale, mais aussi chez les gens qui sont en pleine santé, finalement, ils n'ont aucun diagnostic, ça peut venir modifier la façon dont on réagit aux stresseurs dans notre environnement. Okay? Donc, ça peut augmenter ou diminuer, les études ne s'entendent pas à ce niveau-là, la quantité d'hormones de stress qu'on va sécréter quand on fait face à des situations potentiellement menaçantes. Donc, quand on parle d'adversité durant l'enfance, à quoi est-ce qu'on fait référence? On peut parler premièrement d'une adversité qui est sévère. Okay? Donc, le fait d'avoir vécu un abus physique, avoir vécu des abus sexuels, par exemple, avoir vécu de la négligence grave, comme avoir été élevé en institution, etc. Par contre, on sait aujourd'hui qu'on n'est pas obligé d'avoir été exposé à un seul événement grave durant l'enfance pour voir des effets sur sa santé mentale ou bien sur son système de stress à l'âge adulte. On peut aussi avoir été exposé à plusieurs types d'adversités, donc un cumul de plusieurs expositions à des adversités qui peuvent être graves, oui, comme de l'abus sexuel, l'abus physique, etc., mais qui peuvent aussi être un petit peu moins sévères, selon la littérature, comme avoir vécu de l'intimidation, avoir vécu le divorce parental, etc. Donc, le fait d'avoir été exposé à plusieurs types d'événements peut aussi venir modifier notre réactivité au stress à l'âge adulte. Donc, par quel mécanisme est-ce que ça se produit? Comment est-ce qu'on vit dans l'enfance peut avoir un impact sur le stress à l'âge adulte? Mais ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on vit de l'adversité durant l'enfance, on sécrète des hormones de stress de façon chronique.
c'est-à-dire qu'on va sécréter beaucoup d'hormones pendant une certaine période de temps. Et ces hormones-là, elles accèdent au cerveau. On en a parlé dans les épisodes précédents. Hein. On sait que ça vient modifier la façon dont on interprète les situations dans l'environnement, ça nous rend plus sensibles au stress, etc. Ce qui arrive chez les enfants qui sécrètent des hormones de stress de façon chronique, c'est que ces hormones-là accèdent au cerveau alors que ce dit cerveau n'est pas pleinement formé. Puis les régions du cerveau qui ne sont pas encore complètement développées sont justement celles qui permettent de réguler les émotions, de détecter les stresseurs dans l'environnement, etc. Et donc, il y a certaines théories qui ont avancé que la sécrétion chronique d'hormones de stress durant le développement du cerveau, bien, ça pourrait soit altérer le développement de ces structures-là ou encore altérer les fonctions que ces structures-là soutiennent à l'âge adulte, dont la régulation émotionnelle. Et donc, ça se peut que le fait d'avoir vécu de l'adversité durant l'enfance, ça vienne altérer notre capacité à réguler nos émotions, même à l'âge adulte. Là, vous m'écoutez, puis là, vous dites peut-être, bien, mon Dieu, mais moi, j'ai vécu de l'adversité durant l'enfance. Est-ce que c'est la fin. c'est ça, c'est fini, on abandonne. Est-ce qu'automatiquement, ça veut dire que je ne serai pas capable de réguler mes émotions, je vais souffrir de maladies mentales, etc.? Non. Okay? On sait qu'il y a de la variabilité individuelle importante. Ce n'est pas tout le monde qui est à risque de souffrir de ces pathologies-là à l'âge adulte. Ces facteurs de vulnérabilité-là, là, vous vous dites peut-être, quels sont-ils? On ne les connaît pas tous encore. On sait qu'il peut y avoir des variabilités, des vulnérabilités génétiques. On peut aussi parler de support psychosocial, donc le fait d'avoir un bon entourage qui nous écoute au bon moment, qui peuvent susciter des émotions positives chez nous une fois de temps en temps. Le fait d'aller chercher de l'aide quand on sent qu'on en a besoin. Tous ces facteurs-là peuvent servir de facteurs de protection. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que réguler ses émotions, ça s'apprend. Okay? Même si ce n'est pas quelque chose qui est naturel chez nous après ma barre, on peut apprendre à réguler nos émotions. Et pour savoir quelques techniques pour réguler nos émotions, si vous n'avez pas déjà vu l'épisode 3, je vous inviterai à aller le voir parce que Sonia en a parlé en long et en large de certaines techniques qui peuvent très bien s'apprendre même à l'âge adulte. Donc voilà. Pour moi. Et si je peux juste rajouter un petit quelque chose, justement, pour que les gens n'aient pas, qui trouvent pas ça trop pesant. Les mêmes études que tu cites aussi vont suggérer que si le cerveau se modifie en réponse à l'adversité précoce, c'est pour nous rendre résilients. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont s'en sortir 2 fois plus fort. Et comme je le dis, quand on est capable de voir une opportunité dans l'adversité, c'est ça la résilience. Hein? Et donc, il y a des gens qui vont s'en sortir très bien. Et même mieux, certains vont dire, Bruce Ellis, par exemple, aux États-Unis, va dire que ces gens-là qui sont résilients s'en sortent encore même mieux que ceux qui n'ont jamais été exposés à l'adversité. Fait que ça ne veut pas nécessairement dire, là, comme tu disais, qu'on va tous y laisser notre peau, là, loin de là. Ben non, puis même qu'il y a des nouvelles études qui démontrent que les gens qui ont vécu de l'adversité, oui, le cerveau change, mais des fois, il change pour le mieux. Donc, le cerveau va être meilleur pour, par exemple, il va avoir une meilleure mémoire, etc. Donc, il n'y a pas que des effets négatifs, bien entendu, à l'exposition de l'adversité. Tout à fait. Donc, Sonia, justement, on va finir avec ta question. Alors, ma question, est-ce que c'est possible qu'un stress, par exemple la COVID, déclenche une supervigilance et entraîne d'autres stress? Je m'explique, là, je lis la question. Depuis COVID, j'ai l'impression que plusieurs autres stresseurs, autres que la COVID, se sont ajoutés. Dès que je ne me sens plus stressée, je trouve un nouveau stresseur qui m'inquiète, comme si c'était devenu une habitude de stresser. C'est un très beau titre, hein? L'habitude de stresser, j'adore ça. Et pour répondre à votre question, ben oui, c'est tout à fait possible qu'en temps de stress qui perdure, parce que là, le stress, comme je vous l'ai dit, est en train de devenir chronique, bien, notre cerveau, nous-mêmes, on va développer une super vigilance envers tout nouveau stresseur. Et la raison, c'est toujours la même. Le cerveau dit, écoute, c'est hyper dangereux où tu es ces temps-ci. Alors, on va me mettre sur le radar et là, m'a trouvé des drapeaux rouges partout et je vais devenir un super détecteur de menaces. Hein? Parce que, comme je le dis toujours, le cerveau n'a pas été créé pour remplir le formulaire 414. C'est un détecteur de menaces et quand il détecte une menace, il produit des hormones de stress. Et ça, bon, Marie-France, tout le monde vous le dit depuis des lunes. Maintenant, ce qui est important, puis on vous le dit encore aussi, c'est que quand vous avez produit ces hormones de stress-là, elles vont remonter au cerveau et elles vont faire plein d'affaires qu'on vous a expliquées. Mais ce qu'elles vont faire aussi, c'est que si elles remontent au cerveau de façon chronique, elles vont nous rendre un super détecteur de menaces, c'est-à-dire que ces hormones de stress-là vont induire ce qu'on appelle un biais BIAIS, un biais attentionnel vers la menace. Foum! Donc, s'il y a 4 affaires devant vous, foum! Votre attention va toujours aller sur la menace parce que vous êtes en réponse de stress constante et le cerveau, il dit, moi, je cherche des menaces partout, y a-t-il un mammouth quelque part? Et ça y était. Et donc, c'est comme si le cerveau se disait, hey, mon Dieu Seigneur, tu es dans un environnement vraiment stressant ces temps-ci parce qu'il y a X ou Y qui n'arrête pas d'arriver. Et donc, toi, tu n'arrêtes pas de produire des hormones de stress, fait c'est vraiment dangereux dehors. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, il va falloir
que je devienne hyper vigilant. Je suis votre cerveau, c'est ce que je vous dis. Il va falloir que je devienne hyper vigilant pour t'aider à continuer de combattre parce qu'on ne sait jamais. Il y en a un qui peut arriver dans ton dos aussi. Fait que check en arrière, check ses côtés, check en avant, check partout. Prends pas de chance. Et c'est ça qui va faire que très souvent, quand on est dans un stress chronique, on a même tendance à trouver des choses menaçantes qui auparavant n'étaient pas menaçantes. Et un très bel exemple nous a été donné par une Facebookienne. Je vous donne son commentaire quand j'ai demandé les questions. C'est de toute beauté parce que c'est exactement ça. Elle dit « Est-ce qu'on peut développer une sorte de stress chronique ou de symptômes ressemblant au stress d'un choc post-traumatique pour quelque chose d'aussi banal que la sonnerie du téléphone parce qu'on a été sur appel et que ça nous stressait? » Mais oui, donc une simple sonnerie de téléphone qui est banale, qui n'est pas associée à une menace en temps normal, si vous êtes une travailleuse de la santé et que vous avez été très, très, très stressé par ça, puis qu'on vous appelle à tout moment de la journée, puis vous ne savez jamais si vous allez pouvoir vous reposer, etc., c'est sûr, et j'ai écrit un blog là-dessus, Marie-France en a parlé aussi dans un de nos autres webinaires, comment la peur s'installe. C'est tout à fait possible que cette situation-là, qui avant n'était pas associée à aucune menace, deviennent associées à une menace. Maintenant, dernière chose que je veux vous dire, c'est beau, mais ça risque de ne pas être jusqu'à la fin de vos jours, à moins que vous ayez développé un désordre d'origine post-traumatique. Puis Marie-France, ça vaudrait peut-être la peine de donner quelques symptômes là, pour les personnes qui pourraient être intéressées dans les semaines à venir, parce que Marie-France, c'est mon experte là-dedans. Mais à moins que vous ayez développé un désordre d'origine post-traumatique, sachez que quand le stresseur va arrêter, là, quand on va finir par sortir de chez nous, tout ce que vous détectiez comme des menaces auparavant va cesser. C'est-à-dire votre cerveau va arrêter de produire des hormones de stress et la sonnerie du téléphone va devenir tout aussi banale qu'elle l'était avant parce que sinon, on n'aurait jamais survécu, on serait tout viré, on aurait eu bien trop mal au ventre à temps plein. Donc, ça va rediminuer. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a pas mal de grands détecteurs de menaces autour de soi. Puis ça, c'est tout à fait normal aussi. Voilà. Ok, je te remercie, Sonia. C'est ce qui clôt notre 4e épisode et donc on se dit à la semaine prochaine où on va répondre à 4 nouvelles questions. Salut tout le monde. Bye!